bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Merci également aux personnes qui n'ont pas pu être là, mais qui sont intéressées par le sujet, qui vont nous suivre en replay. Donc nous sommes aujourd'hui dans deux lieux, hein, à la fois en présentiel dans le tiers-lieu Casaco, un tiers-lieu Malacofio. On les remercie de nous accueillir, mais également en ligne. Ce qui va nous permettre de fournir un enregistrement de qualité. Je me présente juste rapidement. Je suis Corentin Gombert, coordinateur de l'Agora d'Odès et d'un think tank, une communauté de praticiens et chercheurs qui travaillent sur la démocratie en entreprise. J'ai rencontré il y a quelques mois, je crois, Roger Davio sur les réseaux sociaux et ce qui m'a beaucoup interpellé, puisque j'avais déjà entendu parler de la SAPO, mais assez peu, et je voyais que Roger parlait beaucoup plus de la SAPO et est aujourd'hui considéré par beaucoup comme l'expert français de la SAPO. Il nous a donc proposé de venir nous présenter ce qu'est cette forme d'entreprise qui est pourtant très ancienne, mais que trop peu de personnes connaissent aujourd'hui. Plutôt que m'étendre, je vais laisser la parole à Roger Davio, couper mon micro et lui laisser peut-être lancer le sien. Merci Corentin. J'espère que vous m'entendez tous bien. Alors, en préambule, je remercie de m'avoir invité à pouvoir partager un peu, pas ma passion, mais quelques connaissances sur la SAPO avec vous aujourd'hui. Et puis, en quelques mots, moi, je suis autodidacte à la base, hein. Je suis technicien électronicien, donc rien à voir avec la SAPO. Et puis, j'ai basculé dans la gestion d'entreprise au bout d'une quinzaine d'années de carrière. Et après, j'ai fait toutes les 25 dernières années de carrière dans le conseil formation aux créateurs d'entreprises et entrepreneurs novices. J'ai en l'occurrence travaillé ce qui s'appelait à l'époque en boutique de gestion, qui s'appelle BGE, maintenant le réseau BGE. J'ai aussi travaillé comme cabinet indépendant. J'ai été gérant d'une coopérative d'activité et j'ai fini ma carrière dans des cabinets d'expertise et en chambre de métier. Euh, Quand j'étais gérant d'une coopérative d'activité, nous avions une formation au CNAM pour nous mettre à jour enfin, sur un certain nombre de choses de dirigeants et d'animateurs de coopératives d'activité. Et j'ai eu la chance d'avoir comme prof de CNAM Jean-François Drapry, qui est un écrivain qui a écrit beaucoup d'ouvrages intéressants sur les modèles coopératifs. Et chez un éditeur où il avait écrit un bouquin passionnant sur Godin et le familistère de Guise, je suis allé fouiller dans le catalogue de cet éditeur et je suis tombé, mais totalement par hasard, sur un livre qui traitait d'une forme juridique que je ne connaissais pas. Alors, je précise comme anecdote qu'à l'époque, j'intervenais dans le mois de l'ESS en tant que conférencier pour présenter et défendre les modèles coopératifs. Et là, à l'occasion, je m'apercevais que j'avais un trou dans la raquette, il y avait une forme qui m'avait complètement échappé. Donc, j'ai acheté le dit bouquin qui traite d'une SAPO emblématique qui existe depuis 1988 dans le Limousin, qui s'appelle Ambiance Bois. Et l'auteur, un des fondateurs de cette structure, a donc édité son bouquin. Il était dans cette collection-là. Et là, j'ai ouvert le bouquin et je dirais un peu comme Obélix, c'était la marmite, je suis tombé dedans. Ça, c'est en 2008. Et depuis 2008, je travaille et je lis, et je recherche tout ce qui peut exister sur la SAPO. Alors, je pense que ce matin, je vous dirais que, enfin, vous allez voir la bibliographie un moment de ce diaporama. Ça a été vite fait de faire le tour de ce qui existait sur la SAPO. Voilà, maintenant je suis retraité et j'ai eu la chance donc de pouvoir travailler avec l'éditeur qui avait sorti ce bouquin sur Ambiance Bois en 2007 et qui a accepté de sortir mon bouquin, donc voilà, qui est sorti en 2023 et qui est un petit peu le référentiel. Alors, Corentin, je ne suis pas l'expert national, mais voilà, pour avoir écrit récemment un ouvrage sur la SAPO, oui, effectivement, je fais partie des 5 ou 6 personnes qui, quand ils évoquent la SAPO, savent dans les grandes lignes de quoi il est question. Si ça ne vous embête pas, alors on pourra entrecouper mon intervention. N'hésitez pas, ou je vous proposerai peut-être une pause pour les 3 diapos, enfin en fonction de ce qu'il y aura. Et puis s'il y a des questions qui remontent, je m'arrêterai, puis on travaillera dessus. Donc,
mon ouvrage s'intitule La démocratie au travail, la SAPO, et ça s'appelle la Société anonyme à participation ouvrière, mais depuis 2009, et suite à un mémoire d'expertise comptable très complet là-dessus, Éric Poulet faisant partie des 5 ou 6 que j'ai évoqués, qui savent de quoi il est question quand on parle de la SAPO, a rédigé son mémoire d'expertise comptable en 2009 où il a démontré clairement que la formule de participation ouvrière était possible dans le format juridique de SAS. Allez, on va commencer. Donc, alors là, oui, c'est un diaporama pour en avoir échangé avec Corentin un peu avant la présentation de ce matin. C'est un diaporama que j'ai présenté en université aux élèves de première année. Donc, désolé si l'aspect peut vous paraître un petit peu reprendre les fondamentaux. Mais on va partir sur la définition légale d'une entreprise qui, en définitive, n'existe pas. Moi, j'ai été chercher, ben, vous voyez là, j'ai mis l'ordonnance Colbert, je parle du code Savary, je parle du code de commerce de 1807, de sa recodification en 2000, et dans les 3 premières lignes évoquées, en tout cas 73, 75 et 1807, je n'ai pas trouvé de définition de l'entreprise. Et j'ai vérifié sur les travaux de juristes qu'il n'y a pas de définition dans le code, quel que soit le code de notre législation française, il n'y a pas d'article qui disent une entreprise est définie de telle façon, etc. Donc, en tout cas, les premières codifications, c'est l'ordonnance Colbert, qui consacre 14 de ces 122 articles aux sociétés. Donc, vous voyez, les sociétés existaient déjà depuis quelques temps. Il y avait des sociétés depuis le Moyen Âge. C'est ce qu'on connaît, ce qui existe encore, c'était beaucoup des sociétés en non collectif. Il y avait quelques commandites à l'époque qui se sont plutôt développées à partir de cette ordonnance Colbert. Enfin, je ne vais pas refaire tout l'historique parce que je ne le maîtrise pas à 100%. Mais voilà, il y avait très peu de sociétés à l'époque, donc c'est ce qui explique la faiblesse du nombre des articles, que ce soit dans l'ordonnance de Colbert ou que ce soit dans le code Savary, et même dans le code de commerce où il y a peu de pages qui sont consacrées aux sociétés. La recodification de 2000, finalement, intègre les lois commerciales qui sont nées après le Code de commerce dans le Code de commerce. Mais c'est la seule chose de plus. Ce qui faisait dire à un juriste, après la recodification du Code en 2000, que tout ce travail manquait sérieusement d'anticipation et de modernité. On pourrait en conclure que sur certaines de ces fibres, la société commerciale actuelle fonctionne toujours sur une trame qui date de l'ordonnance Colbert. Ce qui fait quand même qu'on travaille avec une espèce de chaise à porteur qui a 3 siècles et demi, quoi. Donc, nulle part dans toutes les lignes qui sont présentées, je n'ai trouvé un article qui définisse les critères d'attribution du pouvoir dans les sociétés. Ça s'est plutôt fait par la pratique et de façon empirique, par le Code civil, l'article 1835 du Code civil, qui laisse toute liberté dans les sociétés. Les statuts doivent être établis par écrit, ils déterminent, outre les apports, machin, bidule et tout, les modalités de son fonctionnement. C'est en tout et pour tout ce que j'ai trouvé qui permet d'asseoir les modes de prise de décision et d'organes de décision qui existent actuellement dans les sociétés. Donc, alors, on a dans les lois sur la SA un certain nombre de choses qui touchent au conseil d'administration, mais le fait que le pouvoir lui soit totalement dévolu, bah, c'est de pratique empirique. Il n'y a pas d'article qui le nomme, enfin qui le cite précisément dans les textes que vous avez sous les yeux. Et donc, je citais tout à l'heure Joël Monéger, qui montre que bah, voilà, c'est le code de commerce de 1807, essayer de rattraper un petit peu ce qui se faisait déjà en termes de commerce maritime. Le code de commerce de 2000 a juste intégré les lois commerciales qui, elles, ont toujours couru un peu après ce qui se faisait. Mais en tout cas, assez peu de logique anticipatrice. Alors, je chahute en disant que c'est la chaise à porteur, mais ça se retrouve comme. Donc, je ne vois pas mon écran. La dévolution du pouvoir dans la société commerciale, donc c'est ce que je viens d'évoquer. Donc, dans l'Ancien Régime, les usines, moi, l'été, j'aime bien visiter des anciens ateliers, des anciennes vieilles usines. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui le font, mais on voit, par exemple, que les anciennes
tanneries, les anciens moulins, d'anciennes forges étaient fabriqués sur mesure. Il y avait un architecte qui faisait le bâti, qui tenait compte des machineries qu'on allait mettre dedans et des mécanismes vapeur, qu'ils soient hydrauliques, qu'ils soient les premiers mécanismes électriques, étaient faits sur mesure. Ce qui voulait dire que si l'usine, si l'atelier, si l'industriel qui avait investi ces centaines de milliers de francs ou ces millions de francs dans cette affaire, s'il ne connaissait pas les débouchés suffisants, il pouvait perdre sèchement ses investissements puisque c'était fait sur mesure. Le mieux qui pouvait lui arriver, c'était une reprise à vil prix par un de ses concurrents. Et ça s'est vu, ça, à l'époque. Deuxième point, le niveau scolaire moyen des ouvriers en fin du 19e siècle et même au début du 20e était assez faible, puisque anecdotiquement, la guerre de 14 a permis d'unifier un peu le français dans toutes les contrées. Hein, beaucoup de fantassins, dans les tranchées parlaient leur patois local et ils se sont mis à utiliser plus le français à travers leur vie dans les tranchées. Donc, on avait d'un côté des gens qui investissaient beaucoup de capitaux et de l'autre côté des salariés qui avaient un niveau scolaire très bas. Ça va expliquer que la loi de 1917, quand elle est apparue, ça pouvait coincer. Je vais revenir dessus. Donc, le pouvoir revenait naturellement aux apporteurs de capitaux en raison des risques qu'ils prenaient et puis je dirais aussi du faible apport de réflexion que pouvaient amener les salariés sur des décisions majeures. Encore que la culture et le savoir-faire ouvrier étaient très forts. Alors, dès la fin des années, dès la deuxième partie du 19e siècle, un certain nombre de dirigeants d'entreprises, plutôt philanthropes et plutôt dans des logiques de catholicisme social, s'étaient lancés dans la distribution d'une partie de leurs dividendes à leurs salariés. Tout à l'heure, j'ai cité le livre de Jean-François Drapry qui parlait de Godin et du familistère de Guise. C'était le cas typique de patron philanthrope qui, lui, est même allé plus loin que la participation aux dividendes puisqu'il a appelé ses salariés à co-gérer l'entreprise avec lui et après en prendre plutôt le contrôle. Il existait des initiatives de participation aux bénéfices depuis les années 1820. La plus ancienne que j'ai trouvée, c'est 1820. Ça restait anecdotique et puis c'était qu'une participation au bénéfice. En tout cas, les salariés n'étaient pas appelés à venir participer aux organes de décision. Et la première mention, le premier ouvrage que j'ai trouvé qui traitait de la participation des salariés date de 1800, j'ai un trou de mémoire, 1872. 1872. Donc, il y avait, vous voyez, il y avait quand même un certain nombre de choses. C'est une association, donc, s'est créée en 1878, déclarée d'utilité publique en 79, et elle a existé jusqu'en 1932, qui publiait une revue régulièrement. Et en fouillant cette revue, j'ai trouvé que la meilleure année pour cette association a été 120 ou 122 sociétaires. Donc, ça touchait quand même assez peu d'entreprises. Mais alors, il faut quand même resituer le contexte. Au tournant du 19 et du 20e siècle, il y avait à peu près 6000 sociétés en France. Donc, vous voyez, 120 sociétés sur 6000, ça fait ça fait à peu près 2%. C'était plus totalement anecdotique. C'était un petit mouvement, mais c'était. Alors, j'ai pas mis le nombre de salariés, ça correspondait quand même à quelques dizaines de milliers de salariés. Hein, ces 120 sociétés qui pratiquaient la participation. Mais encore une fois, c'était que de la participation aux bénéfices et ça ne touchait pas la participation des salariés aux organes de décision. Alors, la question que j'ai soulevée, que je soulève à ce moment-là, c'est, voilà, c'était le contexte qui précédait la loi de 1917 et sur la SAPO sur laquelle je vais revenir. Et le contexte, je pense qu'il a sérieusement changé, dans le sens où on est dans une économie plus tertiaire, où la valeur ajoutée, les connaissances et les savoirs des salariés sont pour beaucoup la principale valeur d'actif, puisque beaucoup d'entreprises sont, et je ne parle pas de ce qui se fait dans la Silicon Valley ou dans les startups, où la valorisation boursière n'a rien à voir avec la valorisation comptable de l'entreprise, mais le, dans beaucoup d'entreprises de conseil, d'ingénierie, etc., la grosse valeur de l'entreprise, c'est le savoir-faire, c'est les compétences de l'effectif salarié. Les risques pris,
Personnellement, par exemple, j'ai travaillé dans un cabinet d'expertise où le capital social, donc, on va dire le risque financier pris par l'investisseur initial, était de 300 000 euros. Et sur les meilleures années de fonctionnement de l'entreprise, sur 4 années consécutives, l'actionnaire a prélevé 12 millions de dividendes en 4 ans. Donc, je dirais que 300 000 euros investis, 12 millions de dividendes récupérés. J'ai l'impression que le risque, la notion de risque reste tout à fait, pour le coup, symbolique. Et, et qui plus est, les investissements, les actifs, puisque j'allais éplucher les comptes de mon entreprise, moi, à l'époque, les actifs immobilisés étaient à hauteur de, si j'ai bonne mémoire, entre 450 et 480 000. Vous voyez, 12 millions de dividendes pour revenir là-dessus. On va peut-être plus trop parler de risque. Alors là, ça prouve. Voilà. Donc la législation s'est dotée d'une loi sur la participation en avril 1917, le 26 exactement. On a appelé loi Briand parce que Aristide Briand était le président du Conseil de la Troisième République pendant tout le temps de l'élaboration de la loi, mais bizarrement, il venait de se faire débarquer en février 1917 et c'était Clémenceau qui était à l'époque président du Conseil. Mais comme la loi, le premier vote s'est passé dans la première chambre, Briand était encore en poste. Et après, bon, quand elle a été promulguée, c'était sous Clémenceau. Mais Clémenceau qui partageait d'ailleurs une partie des idées participationnistes de Briand. Ils s'affrontaient sur d'autres points, mais Clémenceau a écrit plusieurs points où il disait qu'il serait intéressant d'associer les salariés beaucoup plus profondément dans les entreprises. Cette loi est toujours codifiée au Code de commerce, elle n'a pas été abrogée. Et finalement, on peut aussi l'appeler loi Chéron, Henri Chéron, avec un Y à Henri, qui était sénateur-maire de Lisieux et qui était ministre du Travail en 1913 quand la loi a été présentée la première fois en projet de loi au vote aux assemblées. Bon, 1913, vous savez ce qui est intervenu en 1914, donc la France est passée un peu sur autre chose, mais il est revenu à la charge Chéron en 1915 et il y a eu un certain nombre de travaux autour de la loi et elle a été votée, donc elle a été promulguée le 26 avril 1917. Alors cette loi apportait deux innovations, mais alors à l'époque c'était deux révolutions socio-économiques majeures. La première, c'était la création d'actions de travail qui valorisent l'apport travail en tant que tel de l'intégralité de l'effectif salarié. C'est-à-dire que dans une SAPO, le simple fait de faire partie d'un effectif salarié, on considère dans une SAPO que l'apport travail incorporel de l'apport travail des salariés a une valeur et on l'inscrit dans les statuts. On l'inscrit dans les statuts, donc le capital de la société est composé des actions de capital, etc. Et à côté des actions de capital, on crée des actions de travail qui vont ouvrir des droits aux salariés. Ces actions de travail, quelque part, reconnaissent la valeur de l'apport travail des salariés. Alors, je remets ce que je disais tout à l'heure, dans une entreprise à forte capitalisation et beaucoup d'investissement avec une main-d'œuvre très exécutante, l'apport travail, il fallait se mettre à considérer l'intelligence ouvrière et l'intelligence manuelle pour le valoriser. C'était pas simple de valoriser en action de travail ce que représentait l'apport travail. Et deuxième innovation, la propriété collective de ces actions de travail attribuée de façon indivise aux salariés. Et pour donner corps à cette espèce d'indivision de salariés, la loi a créé en interne une société coopérative de main-d'œuvre pour regroupant tous les salariés en interne comme une deuxième coquille, comme vous le voyez sur le petit schéma. En gros, les poupées russes, il y a la SAPO qui existe, qui, elle, seule a existence juridique. Et en interne, il y a la coopérative de main-d'œuvre qui, elle, n'a pas l'existence juridique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas inscrite au greffe du tribunal, elle n'a pas de déclaration à l'extérieur. Mais c'est la seule façon que le législateur de l'époque a trouvé pour formaliser cette espèce de collectif de salariés indivis. Alors, je vais resituer quand même l'indivision. La loi sur l'indivision date de décembre 1976. Vous voyez qu'en 1917, le législateur ne disposait pas de loi spécifique sur l'indivision. L'indivision, à l'époque, était traitée par un seul et unique article du Code civil, l'article 815, qui gérait les indivisions familiales pour les successions. On gérait les indivisions familiales pour les successions. Donc voilà, il y avait un seul article dans le Code civil, donc avec ça, le législateur de 1917 ne pouvait pas faire grand-chose. Donc il a créé cette bizarrerie de coopérative interne, etc. Et c'est là que c'est la première, dans toutes les lois françaises, c'est la première notion d'indivision entre tiers non liés par lien de famille. Donc c'était quelque chose d'un peu révolutionnaire à l'époque. Mais le plus révolutionnaire c'est
que les actions de travail ouvrent des droits aux salariés, non seulement sur la perception des dividendes, mais aussi sur la participation aux prises de décision au conseil d'administration ou à l'Assemblée générale. Et ça, c'était ultra révolutionnaire. C'est-à-dire que le législateur de cette époque-là avait considéré qu'il fallait aller plus loin que ce que faisait l'association dont j'ai parlé à la diapo d'avant, l'association qui promouvait la participation aux dividendes. Il fallait vraiment associer le salarié dans l'intégralité de la vie de l'entreprise, y compris sur les décisions. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voulez qu'on fasse une pause? Est-ce qu'il y a des questions ou je prolonge? Une question de précision. La SCMO, elle siège au CRL. Alors, je vais le préciser, voilà. Donc, la SCMO, elle est représentée. La SCMO, donc, c'est le principe d'une coopérative de salariés. Donc, on y vote avec le principe global de un salarié égale un vote et on élit des représentants. Et les représentants siègent au CRL. Alors ça, c'est la loi de base, mais je peux vous dire que dans les SAPO qui existent actuellement, ça vit autre chose. Il y a des SAPO qui ont fait le choix de faire siéger tous leurs salariés au conseil d'administration. Alors, parce que la SCOP est la cousine, la forme juridique la plus proche et la plus cousine des SAPO, je fais un comparatif SCOP-SAPO, uniquement pour permettre, d'ailleurs ça m'est régulièrement demandé quand je le fais à l'oral sans mon support, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la SAPO par rapport à la SCOP? Donc, dans une SCOP, c'est un rappel, je pense, pour beaucoup parmi vous, coopérative et participative, ancienne coopérative ouvrière de production. Chaque salarié peut devenir associé. C'est un geste volontaire. Le salarié, pour devenir associé, doit acheter une ou deux parts, si c'est une SARL, une ou deux actions, si c'est une ESA ou une SAS. Donc, il doit faire un apport financier et c'est à partir de son apport financier qu'il devient associé. Il acquiert par là le droit de vote aux assemblées générales sur le principe, un associé égale une voix. Mais là, c'est en direct. C'est-à-dire que le salarié qui devient associé, il siège à l'Assemblée générale. Alors, au conseil d'administration, il y aura des représentants, mais il siège au conseil, à l'Assemblée générale. Et un des salariés ou plusieurs des salariés est élu comme dirigeant de la SCOP. La SAPO, création d'une coopérative de main-d'œuvre, on l'a vu avant, tous les salariés sont membres de la SCMO sans besoin d'apport financier. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est l'apport de travail collectif qui est valorisé. Et c'est là où c'était quelque chose, c'est là où la SAPO amène quelque chose de foncièrement différent, c'est-à-dire que c'est la seule forme juridique qui permet de valoriser l'apport de travail en tant que tel et de le formaliser en tant que tel dans les statuts. Est-ce qu'il y a eu un débat, par exemple, il existe toujours d'ailleurs ce débat sur faut-il attribuer une valeur nominale aux actions de travail? La question est assez vite résolue dans le sens où dans toute l'histoire des SAPO que j'ai pu recenser, moi tout ce que j'ai pu trouver sur les SAPO qui ont existé, le tour est vite fait, il n'y en a pas eu beaucoup, j'en ai trouvé qu'une qui avait mis une valeur nominale aux actions de travail. Et dans un mémoire d'expertise, dans un mémoire de thèse de doctorat de 1926, le docteur en droit prolongeait l'idée que si on veut aller au bout de la logique de reconnaître une valeur au travail, il faudra mettre une valeur nominale aux actions de travail. Je partage cet avis, mais comme il n'y a eu qu'un seul cas dans l'histoire, je suis un peu isolé, même dans la petite famille des passionnés de la SAP. Comment valoriser l'apport travail? Alors là, ça a été la grosse question des gens qui se sont sérieusement penchés sur la question pour créer leur SAPO à l'époque et puis même depuis. C'est au tout départ d'une activité, voilà, comment valoriser la plus-value de travail des salariés quand on n'a pas encore commencé l'activité. Alors, il y a quand même le fait que dans le monde par exemple, de l'entreprise, on sait valoriser un apport en industrie. Et on sait valoriser d'autres éléments d'actifs incorporels tout aussi aléatoires que la notion, par exemple, de fonds de commerce. Moi, j'ai travaillé beaucoup en transmission reprise d'entreprise. Je voyais que sur certains fonds de commerce, on nous annonçait une valeur de fonds de commerce, alors avec un peu de détails, il y avait du matériel, etc., mais il y avait la valeur d'impact en clientèle. Et là, on nous mettait un chiffre en face. Les experts comptables nous mettaient un chiffre en face.
Quand on sait que dans certains commerces, au moment du changement de praticien, on peut perdre entre 25 et 30 de la clientèle, j'ai l'impression qu'on est en train de nous vendre une bouteille qui est percée au fond et qu'on nous la valorise comme une bouteille de collection. Donc moi, j'avais ce genre de discours auprès des experts comptables. Je disais, comment vous pouvez valoriser un truc où on sait qu'il va y avoir entre 25 et 20 et 25, voire 30 d'évasion de clientèle au moment du passage, et vous arrivez quand même à mettre une valeur sur impact en clientèle. Donc voilà. Donc ils arrivent bien, nos camarades experts comptables arrivent bien à valoriser des éléments d'actifs incorporels aussi fluctuants que ça. Je ne vois pas ce qui empêcherait de valoriser un apport travail. Maintenant, ce n'est pas dans la culture. Je pense que c'est principalement là l'écueil. Quel est leur pourcentage attribué aux actions de travail? Alors c'est là, ou par travail, alors c'est là que se pose beaucoup la question. Parce que c'est finalement la réponse à ça va déterminer le rapport, le pouvoir que vont détenir les salariés. Si au-dessus de la minorité de blocage, par exemple aux assemblées extraordinaires, le plus couramment fait dans ce cas-là, c'est 35%. 35% de droit de vote aux salariés, ça veut dire qu'ils ont la minorité de blocage. Et de la bouche d'un dirigeant de SAPO actuel, me dit, mais justement, ce qui me gêne là-dedans, c'est le mot blocage. C'est-à-dire qu'en gros, dans certaines décisions brûlantes à prendre, il dit, j'ai pas envie d'être bloqué. Donc, alors, je vais passer à la diapo d'après qui détaille un petit peu ça. En fonction des actions de travail, la SCMO peut devenir un gros actionnaire. En fonction de la composition du capital aussi. Donc, par exemple, une des dernières créations de SAPO est une transformation de SA en SAPO, et les salariés ont 10% de droits de vote et 10% de droits sur les dividendes. Alors, on pourrait se dire que c'est un petit actionnaire, mais personnellement, je n'ai pas eu le temps d'aller enquêter cette entreprise-là. Je ne sais pas comment est constitué son capital. Si ça se trouve, avec leurs 10%, les salariés commencent à être un des actionnaires significatifs de l'entreprise. Donc, ils doivent pouvoir peser sur un certain nombre de décisions. Jusqu'à 25% des actions, et c'est ce qui s'est fait quasiment toutes les 6 premières SAPO recensées en 1920 étaient dans ce cas-là. Ça se limitait de 20 à 25% des droits de vote. Alors, donc, c'était plutôt une logique de permettre aux salariés d'avoir un droit de regard en étant informés sur la santé de l'entreprise. C'était en gros les prérogatives qu'on pu récupérer à partir de la création des comités d'entreprise. C'était un peu les mêmes prérogatives que les comités d'entreprise. On vous invite à l'Assemblée générale ou au conseil d'administration, vous aurez de l'information sur l'entreprise, ça se limite à ça. Parce qu'il y avait 20 à 25% des droits de vote, ils n'influaient pas vraiment, surtout quand le capital était détenu par des familles à l'époque, dans les années 20. Donc, les salariés n'avaient pas beaucoup finalement de poids sur les orientations d'entreprise. Ils avaient l'information. À partir du pourcentage où leur vote commence à peser dans les décisions et peuvent faire basculer des majorités, là, les salariés sont dans une configuration plutôt de co-gestion. Et là, on se rapproche de ce qui existe et qui nous est souvent présenté, ce qui existe en Allemagne et dans les pays scandinaves. C'est-à-dire que là, ça va passer par de la négociation et de la recherche de compromis entre les différentes forces représentées au conseil d'administration et à l'Assemblée générale. Au-dessus de 50% des droits de vote, et il y en a eu, qui peut être le résultat d'un cumul des actions de travail et des actions de capital. Alors, s'il y a des questions tout à l'heure, je reviendrai là-dessus, mais là, il y a un petit point de la loi de 1917 qui est en chantier actuellement, parce qu'il y a un problème d'interprétation dessus. Voilà. Mais en tout cas, il existe plusieurs SAPO, et il a existé dans l'histoire plusieurs SAPO qui étaient sous le contrôle de leurs salariés. Donc les salariés étaient majoritaires et ils impulsaient. Et c'est en l'occurrence le cas d'Ambulance-Bois dans le Limousin. C'est de l'autogestion et typique, quoi. Donc la variété des solutions est considérable par rapport au scope où les salariés doivent avoir obligatoirement le contrôle et la majorité des droits de vote. La SAPO peut être une configuration où les salariés n'ont pas la majorité des droits de vote, mais peuvent être influents dans un certain nombre de configurations de vote. Alors, si vous avez entendu parler de l'ESOP américain ou de l'EOT britannique, donc alors je ne vais pas parler anglais parce que là, je crois que ça va rire à fond, mais vous avez les traductions tout en bas. Ce sont des dispositifs qui sont nés, l'ESOP en Amérique en 1974 et l'EOT britannique en 2014, mais avec des préfigurations un petit peu.
Donc, ce sont des dispositifs qui sont beaucoup utilisés. Alors, ils passent par le phénomène du trust du droit anglo-saxon, où les salariés sont regroupés dans le trust, et c'est le trust qui, finalement, va se porter acquéreur des actions de l'entreprise et va racheter l'entreprise. Et les salariés sont associés dans le trust, généralement sur le principe un salarié égale un vote, dans beaucoup de cas. Et ils finissent par prendre le contrôle de leur entreprise à travers le trust. Et c'est un très bon système de transmission des entreprises patrimoniales aux salariés. Dans les années 70, en Amérique, c'était un petit peu une posture protectionniste, éviter que les belles PME passent dans des mains étrangères. Et puis en Grande-Bretagne, le dispositif, les derniers chiffres, c'est il y a à peu près une transformation, il y a à peu près 5 transformations d'entreprises par semaine. Les derniers chiffres que j'ai, qui sont recensés par un organisme à Bruxelles, c'était à peu près 5 transformations d'entreprises sous cette forme-là par semaine en Grande-Bretagne. Donc, quand on regarde un petit peu ce qu'on peut faire avec les OP et le OT britannique pour faire de la transmission d'entreprise aux salariés, le modèle français qui ressemblerait le plus, et j'ai sorti un article là-dessus l'année dernière en mars à la demande de Timothée Duverger, ça serait plutôt la SAPO que les modèles coopératifs Scope et SIC. Et la SAPO pourrait ressembler dans certains, par pas mal d'aspects à la cogestion à l'allemande. Voilà ce qu'on dit. Ça va jusque-là? Toujours pas de questions. Alors, là, depuis le début, je vous raconte un truc qui finalement, en m'écoutant parfois les yeux s'écarquillent, enfin c'est génial, c'est là, pourquoi c'est pas connu, etc. Et en effet, pourquoi un truc aussi génial que ça n'a pas percé? Alors, il y a eu une très forte opposition du monde patronal de l'époque, en l'occurrence par le biais de la CCI de Paris, qui était toute puissante à l'époque sur toute la France et qui vraiment était suivie par toutes les autres CCI. Il y a eu une commission à la CCI de Paris qui a sorti un article, enfin un travail, un petit rapport sur cette loi en la lapidant d'entrée. Donc ben, voilà, le monde patronal, c'est un petit peu braqué en face. Il faut quand même, je redis ce que je disais tout à l'heure, il faut quand même situer le contexte des entreprises avec des gros investissements, avec un niveau scolaire très faible des salariés, donc ce n'est pas vraiment les meilleures configurations. L'idée d'action de travail était née à la fin du 19e siècle dans un mouvement qui s'est appelé les Jaunes de France. Et que moi j'ai connu en jeune travailleur dans tout début des années 80, en tout début de carrière. J'étais délégué du personnel et délégué CHS, CTCE à l'époque avec l'étiquette CGT. Et j'avais des collègues de ma centrale qui, quand un de nos confrères d'une autre centrale signait un peu rapidement les documents que nous donnait la direction pendant les réunions, mes collègues de la CGT qui étaient bien plus âgés que moi disaient, mais ça c'est des jaunes. Et j'ai connu encore les dernières traces du mouvement jaune des syndicats. Alors les syndicats jaunes, c'était les syndicats qui étaient créés souvent à l'initiative de patrons, donc qui demandaient à un de ses salariés les plus calmes et les plus dociles, deviens donc syndicaliste et tu représenteras tes collègues, mais tu mettras en discussion les revendications que je te dirai. Je schématise à peine, hein, c'était quand même beaucoup ça. Donc, comme l'idée de participation et d'action de travail, surtout d'action de travail, est née un peu dans ce monde-là, ça a obligatoirement généré tout de suite une allergie de la part des autres centrales syndicales, et à l'époque c'était la CGT, qui voyait de la collaboration de classe. Donc, une très grosse méfiance du monde syndical. La CCI de Paris, j'en ai parlé, et la méfiance naturelle des salariés par rapport aux initiatives patronales. Euh, Autour de mon bouquin, je suis allé voir par exemple ce qui avait existé dans le mouvement qu'on a appelé les communautés de travail et même le mouvement coopératif. Souvent, à la création des coopératives, et je l'ai vécu moi dans une des deux scopes que j'ai gérées, il y avait une méfiance de l'entourage des salariés qui rejoignaient le scope en disant, mais attends, t'as tel avantage, t'as tel avantage, t'as tel avantage. C'était une coopérative d'activité et d'emploi pour ceux qui connaissent, les maris ou les femmes disaient, mais attends, s'il y a autant d'avantages, c'est que quelque part, il y a un piège, enfin, il y a un truc qu'il va falloir que quelque part, il se récupère. Donc il y a une très forte méfiance des salariés. Je l'ai vécu encore il y a 3 ans. Il y a un entrepreneur qui m'a sollicité, qui m'a appelé pour penser transformer son entreprise en SAPO. Et
au téléphone, je lui dis surtout n'en parlez pas à vos salariés, laissez-moi commencer à faire un travail auprès de votre banquier, de votre comptable, de votre environnement, de votre chambre de métier, etc. Et puis moi, éventuellement, allez venir en parler, vous inviterez vos salariés, mais dans un autre cadre, par exemple à la chambre des métiers. Et puis après, vous pourrez vous permettre peut-être d'ouvrir l'échange avec eux, mais éventuellement par mon intermédiaire. Et bah, cet entrepreneur m'a pas écouté. La semaine d'après, il a essayé d'en parler directement à ses salariés et il s'est pris une rebuffade assez forte, ce qui fait qu'il n'a pas pu aller plus loin, quoi. Ses salariés ne voulaient pas entendre parler de ça. Voilà. Donc, il y a toujours une méfiance assez forte des salariés par rapport à ces schémas qui sortent du schéma traditionnel de verticalité d'une entreprise avec un propriétaire et une troupe qui exécute. Alors, il y a eu d'autres phénomènes. Oui. Ah, oui. Bonjour. Bonjour. Euh, Finalement, j'ai deux questions. La première, c'est au sujet de l'affirmation avec laquelle vous avez démarré la diapo en disant pourquoi quelque chose d'aussi génial a été oublié. J'aimerais, si c'est le moment, vous m'expliquer ce qui vous fait dire que c'est aussi génial. Et l'autre aspect, c'est justement, peut-être ça va, pour s'appuyer dessus, l'exemple que vous donnez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que cet entrepreneur a voulu transformer son entreprise en sa peau? D'accord. Alors, c'est à peu près les mêmes raisons. Euh, Souvent, quand je présente le fait que le travail est reconnu dans une SAPO en tant qu'une valeur et qui est inscrite au statut et que c'est pas par un geste financier qu'on a le droit à la parole, mais simplement par sa nature de salarié participant à l'effectif salarié d'entreprise, ça c'est tellement inconnu et différent de ce qui existe que dans beaucoup de cas, on me dit, mais c'est bien ce truc-là, pourquoi c'est pas fait plus souvent? Enfin, puis beaucoup le réfléchissent pour eux-mêmes. Enfin, vous avez des ingénieurs, des chercheuses, des gens qui ont quand même, qui apportent beaucoup de leurs compétences personnelles dans l'entreprise et qui se disent, mais ça, c'est pas valorisé. Donc, quand ils m'entendent parler de ça, ils me disent, mais c'est autre chose, quoi. Enfin, donc, souvent, il y a cette réaction. Et puis, c'est une forme, finalement, qui permet de d'avoir une représentation, une expression directe des salariés et qui permet d'avoir une équipe qui, en définitive, pousse beaucoup, et c'est ce qu'on voit dans les SAPO existantes actuellement, on a un effectif qui pousse beaucoup dans le même sens du dirigeant. Moi, je suis allé interviewer des SAPO, j'ai interviewé le dirigeant isolément, j'interviewe ses salariés, sans se concerter, sans rien, ils m'ont tenu des propos, mais de dynamique commune, mais phénoménal. Tous les deux, chacun de leur côté, les salariés d'un côté, l'équipe de salariés d'un côté, le dirigeant de l'autre, me parlent de confiance, de transparence, de clarté, on sait où on va, il n'y a pas de... Et le dirigeant d'une SAPO, je pense à un dirigeant d'une SAPO qui me dit au bout de 3 minutes qu'on discutait, et quand nous décidons des choses, je réagis, pardon, quand nous décidons des choses, vous avez 75% des droits. Elle me dit, mais Roger, on est tous dans la même aventure, et sans eux, je fais quoi? Et j'avais été avant ça, quand j'étais gérant coopératif, j'avais été adhérent MEDEF, vous voyez, pour avoir peu un grand écart. Et j'entendais des soirées entières des dirigeants de PME de 40 ou 50 salariés qui parlaient de leur entreprise à la première personne du singulier en permanence. Mais j'ai dit, mais il est passé où votre effectif? Il fait quoi exactement votre effectif? Parce qu'il n'existe pas dans vos propos. Et quand on voit ça et quand on voit ça se vivre dans des sapons, mais on dit, mais ouais, c'est quand même un peu autre chose. Enfin, on a quitté un peu la verticalité. Donc ça, dans beaucoup de cas, ça passe pour être assez sympathique, en tout cas attrayant et génial. Pourquoi l'entrepreneur, et je rejoins cette idée, hein, perso, j'étais dirigeant d'une SCOP et j'étais très heureux d'être dirigeant d'une SCOP, mais je me dis finalement, j'aurais connu les SAPO quand j'ai créé la SCOP. Avec d'autres, on aurait réfléchi à ça. On aurait mis en parallèle, en tout cas, les deux. On aurait hésité entre les deux cadres. Pourquoi le dirigeant a pensé à créer sa SAPO? Ben, simplement parce que l'été qui précédait, il était en vacances dans le sud de la France et il s'est arrêté dans le Limousin pour remonter. Et il est allé visiter la scierie Ambiance Bois qui fait 4 ou 5 journées d'accueil dans l'été et qui présente sa scierie, mais qui parle aussi de son cadre juridique de SAPO avec son modèle d'autogestion. Eux, ils ont choisi la forme SAPO en 1988 parce que c'est la forme juridique qui leur permet le plus d'être un véhicule pour leur choix d'autogestion. Et il a donc visité, cet entrepreneur a visité Ambiance Bois dans l'été, et là, il avait rencontré la Vierge et son fils, c'était l'illumination absolue, donc il voulait faire une SAPO
dans le mois qui suivait, quoi. Donc, et finalement, il n'avait pas du tout conscience qu'il allait affronter des tonnes d'incompréhension, des tonnes de méconnaissance et des tonnes de refus, dont en priorité celui de ses salariés. Mais ça, je l'avais prévenu, je l'avais prédit, et je lui ai dit, il faut surtout pas que les salariés soient trop vite mis en face de ça, parce que c'est tellement l'inconnu que ça va leur faire peur. C'est ce qui s'est passé. Donc voilà pourquoi il m'a sollicité pour les SAPO, et c'est généralement le biais d'entrée, hein. Nova Construction, qui est dans le sud, à côté de Pau, là-bas, la première SASPO créée en 2011 en France, a connu les SAPO par un tout petit article paru dans les pages d'Alternatives économiques en 2009, un petit article d'une demi-page signé de Jean-François Drapry, mon prof de CNAM, qui en quelques phrases évoquait la SAPO. Il s'est rapproché après cet article d'Éric Poulet, qui a fait son mémoire d'expertise en 2009, et c'est comme ça qu'il a découvert la SAPO. Mais si vous voulez, depuis le début que moi je me penche sur la SAPO, c'est-à-dire depuis 2008, les gens qui connaissent la SAPO, c'est soit des gens que j'ai rencontrés, soit des gens qui l'ont rencontré par accident, quoi. On part de zéro. Donc, voilà. Donc, quand vous avez un entrepreneur qui découvre et il y a quand même un petit détail, c'est que cet entrepreneur, donc il est allé visiter Ambiance Bois, il a trouvé le truc génial d'entrée, mais c'est surtout aussi un entrepreneur qui sature et qui fatigue à diriger seul son entreprise. Donc, c'est un entrepreneur qui se pose des questions qui à l'époque, il lui restait à peu près 10 ans pour sa retraite, il se pose des questions sur la transmission de son entreprise. Et il était persuadé que ses salariés étaient des gens qui connaissent le mieux l'entreprise et qui pourraient le plus naturellement lui succéder. Et il s'est dit, avant même de leur parler d'une succession, il serait peut-être intéressant qu'ils viennent à côté de moi plus organiser l'entreprise. Donc voilà, ça peut intéresser les entrepreneurs qui ont cette optique-là. Ça intéressera beaucoup moins les entrepreneurs que j'ai cités avant qui parlent pendant une heure de leur entreprise de la première personne. Ça, c'est clair. Est-ce que ça répond à vos questions ou est-ce que je me suis mélangé? Non, pas du tout. Ça répond bien à mes questions. Ça m'a ouvert d'autres curiosités, mais j'imagine qu'en suivant le reste des diapos, la Ah suite bah, va m'informer. d'accord. Bah, de toute façon, vous pouvez revenir quand vous voulez les uns les autres sur des questions, il n'y a pas de souci, hein. C'est comme vous le souhaitez, vous pouvez même me faire arrêter. Alors moi, je ne vois pas les petites mains, donc c'est Corentin qui m'informe. Moi, Alors, j'ai, pourquoi la... oui, pardon? ah, excusez-moi, moi j'ai trois petites questions, du coup j'en profite tant qu'il y a des questions. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour ce début d'exposé. Et parce qu'effectivement, il y a une innovation majeure dans SAPO, c'est qu'on est automatiquement membre de la CMEO quand on est salarié. Donc par rapport à une SCOP où tous les salariés sont pas forcément sociétaires, on pourrait imaginer une SAPO plus démocratique qu'une SCOP où il y a une minorité de salariés sociétaires, alors que dans la SAPO, il pourrait y avoir des droits de vote au-dessus de 50% pour les salariés. Mais si on favorise politiquement le passage en SAPO, ce qu'on ne fait pas actuellement, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a jamais fait, est-ce que ça suffit? Parce que si on voit que la SAPO, on reste avec des droits de vote des salariés à moins de 25%, on peut penser que ça reste insuffisant et qu'il faudrait aller au moins entre 25 et 50%, voire au-dessus. Et justement, vous avez dit que ça ressemblait un peu à la cogestion, à l'allemande ou à la codétermination. Est-ce qu'il y a une assemblée, est-ce que c'est quoi la différence entre les deux finalement, entre la codétermination allemande et la SAPO? Est-ce qu'il y a une assemblée, on va dire, autonome de la SCMO à l'intérieur de la SAPO? Est-ce que ça la rapprocherait pas finalement du bicamérisme de Ferreira si seulement si les salariés ont 50% des voix? Voilà, mes trois questions. D'accord. Alors, la diapo d'après, je vais peut-être revenir un peu sur la première partie de votre question. Alors, il y a le pourcentage de voix qui va jouer, effectivement. Si les salariés on transforme une scope en SAPO, mais enfin, je vois pas l'intérêt là. Mais imaginons qu'un jour l'opportunité se présente et qu'on donne que 15% de droit de vote aux salariés, ça veut dire qu'on veut quitter le système participatif, clairement. Mais même si les salariés ont 60%, je crois que la forme juridique est loin de suffire. Et moi, j'ai un peu travaillé, j'ai eu la chance d'être et je suis toujours militant et engagé dans pas mal d'associations, et donc j'étais associé dans plusieurs coopératives.
Euh, la technique et les outils et les moyens qu'on se donne pour un véritable partage de parole font autant, voire plus que la forme juridique. Vous avez cité le cas de Scope où il y a peu d'associés et beaucoup de salariés non associés. Et moi, j'ai fait partie du réseau Coopérer pour entreprendre. J'étais gérant d'une coopérative d'activité et d'emploi. Et on avait une coopérative, une des plus grosses de nos coopératives d'activité et d'emploi, qui avait déjà un certain nombre d'années et qui nous posait problème parce qu'ils étaient restés les trois associés fondateurs et ils n'avaient jamais associé un seul de leurs salariés, entrepreneurs salariés depuis. Donc, le taux de sociétariat, la dernière fois que je l'ai consulté sur le site de la CGSCOP, le taux de sociétariat était, je crois, 69%. Donc, ça veut dire qu'il y a 31% des salariés des SCOP qui, globalement, ne sont pas associés. Donc, c'est vrai que si pour faire autre chose, on se disait on ne va pas faire une SCOP, mais on va faire une SAPO avec une autodétermination des salariés, il faudrait, dans la logique, mettre 50% de droit de vote, au moins. C'est clair. Donc ça, c'est un élément de réponse. Je vais finir avec cette diapo, puis après, je vais revenir quand même sur le fait que la forme juridique ne fait pas tout. Parce que en fonction de comment s'organisent les assemblées de prise de décision, je vous apprends rien, enfin les uns les autres qui sont dans les milieux associatifs, vous avez quand même au pouvoir par la prestance, par la parole et par l'engagement dans les associations. Et dans certaines associations, vous avez le staccanoviste qui fait des tonnes de choses et qui met tout le monde sous pression en disant si on n'est pas trop d'accord avec ce qu'il fait, il décrochera. Donc il y a des prises de pouvoir autres et il y a quand même des outils d'organisation de réunion qui peuvent aider. Il y a un morceau de votre question qui me revenait en tête, mais sur lequel je pense que je vais revenir. Je vais finir avec le pourquoi la SAPO est partie dans les oubliettes très vite. Alors déjà, c'est ce que la thèse de Rouvroy en 1926 fait état, c'est que les politiques eux-mêmes qui l'avaient voté n'y croyaient à moitié. Et il relate un événement assez marquant, c'est que Paul Doumer, qui était dans les sénateurs à l'époque qui avaient voté la loi, en avril 1917. En septembre 1919, il était question d'ouvrir, de créer pour les mines françaises un système de participation. Et Paul Doumer prend la parole à la tribune et il va déclarer il serait quand même temps que notre pays se dote d'une loi sur la participation. En septembre 1919, il avait voté la loi sur la SAPO en avril 1917. Donc, c'est vous dire que les politiques qui avaient voté la loi avaient déjà un peu oublié les choses eux-mêmes. La Chambre consultative des associations ouvrières de production, en clair, l'ancêtre de la CGSCOP, ne s'y est vraiment pas intéressée. Moi, je suis allé recenser leurs archives de ces années-là au siège de la CGSCOP. J'ai recensé les archives de 1912 à 1926. On ne trouve pas grand-chose qui parle de la SAPO. Alors, en revanche, ils ont quand même fait deux déclarations publiques qui disaient que c'était un système intéressant, mais qui les concernait. En clair, ça ne les concernait pas, parce que les salariés n'avaient pas systématiquement la majorité des droits de vote. Le principal théoricien de l'action de travail qui a fait une thèse de droit, lui, en 1910, qui était énorme, la thèse de Jean Granier, elle est phénoménale sur la nature des actions, etc. Il est décédé à la guerre, donc un des principaux théoriciens qui disparaît jeune. Les juristes qui ont été rédacteurs des premiers statuts ont fait un peu ils ont dénaturé la valeur des statuts. Hein, ils ont fait ce que un observateur de 1919, Henri Mouret, qui lui était favorable à la SAPO, hein, ils ont fait ce un comptable ordinaire aurait pu faire, quoi. Ils sont un peu passés à côté de l'intérêt justement de la prise de parole des salariés, etc. Il y a eu quand même 1,4 million plutôt des hommes jeunes tués à la guerre. Donc on s'est retrouvé après-guerre avec une relative France gérontocratique, quoi. Et c'est Louis Vallon qui en parle dans ses écrits des années 30. Et voilà, on se retrouve avec une France de vieux, quoi, en ce moment. Et puis, il n'y a quasiment pas eu de littérature, et je vais vous faire état de la littérature qui existe sur le sujet, même de littérature contradictoire. Il y a une des thèses de droit qui est un peu contradictoire, mais qui est très faible dans sa rédaction, c'est la plus faible, c'est celle de 1922. Donc voilà, la SAPO est partie très très vite aux oubliettes. Et ce qui fait que, bah, comme on est un petit peu quand même dans les logiques, on aime bien reprendre sur ce qui existe et copier et bricoler et aménager ce qui existe et faire évoluer ce qui existe. Comme la SAPO a quasiment pas existé, elle est sortie des écrans, quoi.
Alors, c'est à la constitution d'une SAPO qui valorise qui crée les actions de travail, ben c'est généralement les fondateurs de la SAPO. Donc, si vous voulez, dans les SAPO qui se sont créés dans les années juste après la loi, c'est-à-dire dans les années 18, 19 et 20, on mettait 20 à 25% de droits aux salariés. Et 25%, c'est le grand maximum, c'était plutôt 20. Qui décide de ça? Bah, c'est les fondateurs. Alors, quand on monte un projet collectif, comme par exemple Ambiance Bois en 88, qui ont galéré comme c'est pas possible pour trouver de la documentation sur les SAPO, à l'époque, ils ont eu accès à une note ministérielle de 4 pages. C'était le document le plus complet qu'on trouvait sur les SAPO à l'époque, c'était une note ministérielle de 4 pages, qui en l'occurrence, quand on l'épluche, avait un certain nombre d'approximations. Donc, eux, ils ont décidé de mettre 50-50. Voilà. Mais parce que à la Fondation, c'est un groupe d'associés qui ont d'ailleurs pensé à faire une scope à l'époque, hein, mais qui ont finalement, par accident, un peu rencontré la SAPO et qui se sont dit que ça serait plus adapté à notre système d'autogestion. Et ils ont décidé 50-50. Donc, qu'est-ce qui décide de ça? Bah, les fondateurs. Si vous créez une boîte d'ingénierie, ça peut être intéressant de mettre une grosse valeur aux actions de travail parce qu'on sait que la principale valeur d'une boîte d'ingénierie, c'est le savoir-faire et les compétences et les talents de l'équipe salariée. Si vous créez une boîte purement de travail manuel, vous pouvez vous dire, on va mettre une fin de simple manœuvre manuelle mécanique, quoi, de simple exécution manuelle, on peut mettre une valeur travail plus faible. Donc ça, c'est vraiment les fondateurs qui décident. Quand une entreprise se transforme en SAPO, ben là, la dernière en date, c'est une ESA qui s'est transformée en SAPO. Ils ont mis 10% en part travail pour les salariés. Je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai pas eu le temps de les enquêter. Et jamais eu l'occasion de les enquêter, mais si je fais une version augmentée de mon ouvrage, ça sera dedans. Je voudrais savoir pourquoi ils ont mis 10% aux salariés. Tant que je n'ai pas l'explication, je ne peux pas répondre. Moi, perso, j'ai un projet de SAPO avec ma femme, un truc un peu expérimental, faire un espèce de labo. On se donne le temps parce que pour l'instant, je n'ai pas de commande sur la table, mais dès que j'ai une commande sur la table, il me faut un numéro SIRET et là, j'accélérerai. On a décidé de mettre 40% de droits de vote à nos salariés euh, parce qu'avec 40%, on sait qu'ils peuvent s'opposer à un certain nombre de décisions majeures, et puis que de temps en temps, ça nous arrive, mon épouse et moi, de ne pas être d'accord sur le prise de décision, et qu'avec leurs 40%, les salariés pourront faire basculer la décision. Donc, moi, j'ai envie d'avoir alors, j'ai la même envie que mon collègue du sud de la France qui lui dirige la SASPO Nova, de pouvoir trancher en cas d'urgence. Il faut pouvoir dégager une majorité dans certains cas. J'étais gérant de coopérative. C'était une anecdote. J'ai jamais voulu avoir un nombre pair d'associés dans la coopérative. J'avais mis ça comme principe avec mon associé fondatrice, très vite se trouver un troisième associé, et puis toujours se débrouiller pour avoir un nombre d'associés impair. Pourquoi? Parce que sur certaines décisions compliquées et urgentes, si on se retrouve avec une parité exacte de pour et de contre, on ne peut pas prendre la décision. Donc avec un nombre impair, je suis censé pouvoir faire pencher une décision. Et c'est arrivé, on a eu une décision urgente avec vraiment des risques énormes pour l'entreprise. Après, de toute façon, symboliquement, enfin, pas symboliquement, mais l'année d'après, l'entreprise était liquidée, donc on la mettait en liquidation. Donc autant vous dire qu'on était en difficulté, qu'il fallait prendre une décision qui était urgente et difficile. Et donc, moi, j'étais tranquille, je partais sur un principe tranquille qu'il y avait 7 associés, on allait plancher, même parce que la décision soit inverse que ce que je proposais, et ça, j'ai toujours accepté. On met au vote 3 pour, 3 contre, une abstention. Voilà. Donc, je me suis retrouvé coincé sur ma décision. Vous voyez, il n'y a pas de système absolu. J'ai connu des scopes qui ont failli être gelés par une confrontation égalitaire d'associés. Donc, c'était la bagarre entre les deux blocs d'associés. Ils étaient en égalitaire. Donc, il y avait autant de pour que de contre. Donc, ça peut bloquer des situations. Donc, c'est pour ça que moi, dans la SAPO, mettre du 50-50 avec les salariés, surtout quand on ne les connaît pas. Alors après, je ne dis pas si je crée vraiment ma SAPO en fin d'année et puis que dans 3-4 ans, j'ai une équipe, on a une équipe qui tourne bien et qu'on connaît bien les hommes et les femmes avec qui on bosse, qu'on roule plus en confiance mutuelle entre eux et nous. On peut peut-être imaginer monter le pourcentage à 50-50, et donc finalement c'est leur aventure. Moi, à mon âge, je ne suis pas là pour faire une carrière, hein, mais si eux, ils peuvent se donner une aventure professionnelle à travers la SASPO qu'on aura fondée ensemble, autant qu'ils prennent le contrôle. Mais voilà, il y a tout un tas de choses, je pense, et je crois que chaque initiative est un peu aussi sur mesure quoi, du groupe qui l'a conduit. Quoi. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais perso, alors peut-être à travers votre question, il y en avait une deuxième, c'est sur la valeur nominale des actions. Et comme je vous disais,
comme je vous disais, dans l'histoire, je n'ai trouvé qu'une seule SAPO qui avait mis une valeur nominale à ses actions. Alors là, valoriser ça, là, ça va être encore autre chose. Et en plus, on n'a pas de jurisprudence. On n'a pas de truc, puisque cette entreprise-là, elle existait dans les années 20, elle a dû disparaître dans les années 30. Donc, retrouver les archives de ça, savoir pourquoi ils avaient mis la valeur nominale à tel montant, là, ça va être plus compliqué. Et puis, dans le petit monde qui s'intéresse à la SAPO, il y en a quand même pas mal qui ne voient pas l'intérêt de mettre une valeur nominale, voire qui voudraient faire retirer cette possibilité dans le projet de modernisation qui est en cours actuellement. Ouais, moi, j'aimerais beaucoup, là, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Effectivement, on parle d'imposer à des salariés qui ne sont pas encore prêts culturellement à participer à la prise de pouvoir ou je ne sais quelle difficulté, je veux dire. Moi, j'aimerais bien plutôt parler aujourd'hui, en 2024. Est-ce que c'est pas plutôt, il faudrait pas aussi associer le niveau et la qualité d'engagement individuel? Parce que quelqu'un qui a un travail manuel, mais qui est très investi ou en tout cas très motivé par la gestion de l'entreprise, pourquoi est-ce qu'on ne reconnaîtrait pas aussi sa valeur? Et pourquoi est-ce que du coup, sa prise de décision ne serait pas aussi supérieure à d'autres, quoi? Donc, je parle Ouais. pas de la qualité, hein, de la qualité de Ouais. l'engagement. Alors là, comme on évoque la SAPO, la question se pose, mais elle se pose aussi, sachez, dans les CAE, hein, dans les coopératives d'activité et d'emploi, où on a des niveaux d'implication, des niveaux de performance économique, des niveaux culturels, etc., divers et variés, puisqu'on n'est pas sur un métier type, hein, on est sur un mélange de métiers. Et on est quand même dans le principe coopératif, une personne égale un vote, donc on participe tous à égalité aux mêmes décisions. Oui, la question peut se poser, mais alors, une autre question se pose dans les SAPO, c'est que comme tout le monde est embarqué dans le bateau, que vous le vouliez ou pas, on se pose les questions de ce qu'on appelle le passager clandestin, c'est-à-dire celui qui se laisse un peu porter par les autres, quoi. Ouais, et puis je participe à l'Assemblée générale de la SMO, puis ça va bien, et puis dans le reste de la vie, ouais, je vis un peu ma vie autrement que ceux qui s'impliquent un peu plus. Là, la question est brûlante, puisque pas plus tard que la semaine dernière, j'en ai parlé avec le dirigeant de Nova Construction, qui a un cas précis dans son entreprise actuellement, d'une de ses équipières qui est un peu sur ce jeu-là. Et les autres salariés m'avaient dit il y a 2 ans, ceux qui sont pas vraiment, qui rentrent pas dans la logique de, de co, de co-direction d'associés collectifs, généralement, ils ne s'éternisent pas. D'eux-mêmes, ils découvrent qu'ils n'ont pas la place et ils partent. Bah, ça, c'est un constat chez eux. Je ne suis pas sûr qu'on puisse s'appuyer là-dessus pour dire là, ça ne posera pas des problèmes de cohésion d'équipe. En effet, quand dans une équipe, certains se laisseront un peu plus porter que d'autres. D'autres auront un apport en plus-value plus fort, ce que vous venez d'évoquer. Oui, enfin, mais vous savez, on a ça aussi dans les associations. On a ça dans toutes les structures qui ouvrent le droit d'expression aux gens et qui nous prennent dans l'état où on est. Et on a toujours dans des associations des militants plus investis, des gens qui prennent plus les choses en main, des gens qui prennent plus les choses à cœur et puis d'autres qui vivent les choses un peu plus détachées, quoi. Donc, c'est une bonne question, mais c'est bien ce que je dis, le cadre juridique ne fait pas tout, hein. La SAPO, c'est une coquille qui permet évidemment plus facilement l'autogestion que la société traditionnelle. Mais bon, je pense qu'il y a aussi un phénomène culturel qui dépasse le cadre du débat sur la SAPO et qui fait que est-ce qu'on est habitué à une véritable une participation aux prises de décision collective pour avoir vécu un certain nombre d'assemblées générales et de réunions de conseils d'administration d'associations. Je suis désolé, mais c'est régulièrement la foire au bon parleur. Hein. C'est-à-dire que vous avez celui qui va s'imposer par son éloquence, etc., et que les autres ne vont pas discuter. Moi, j'ai été dirigeant de Scope avec quand même dans mes associés qui me disaient, bah, écoute, déjà tu te charges de tous les ennuis qu'on veut pas s'occuper, donc très bien. Et puis en plus, tu es peut-être celui qui nous représente le mieux à l'extérieur, donc vas-y, on te laisse gentiment devant. L'histoire de la patate chaude dans les directions de Scope existe pas mal, hein, quand même. Donc, la participation des représentants, en tout cas à des instances de direction, mais surtout leur participation à l'Assemblée générale de la SMO, puisqu'il y a quand même une Assemblée générale, pour répondre à une des questions précédentes, il y a quand même eu au moins une Assemblée générale annuelle de la coopérative de main-d'œuvre, mais ce qu'on voit dans la nature, c'est qu'il y a 3, 4, 5 dans les SAPO qui marchent actuellement et qui ont vraiment la démarche SAPO. Il y a 3, 4, 5 assemblées générales, quand ce n'est pas toutes les semaines où il y a un petit topo entre salariés pour orienter les questions courantes, et puis sur les questions vraiment annuelles, les grosses questions stratégiques, qui se voient plusieurs fois dans l'année. Donc,
en participant à ça. Et si on met des outils vraiment de gestion de la parole, moi, par exemple, j'ai des outils, j'ai fait partie du mouvement Colibri à l'époque. Et donc, j'ai récupéré des trucs comme la décision par consentement, des outils comme ça qui permettent vraiment de bien gérer la prise de parole des groupes et de toutes les personnes, de chaque personne dans le groupe. Et on arrive à avoir des assemblées générales qui tiennent debout et où il sort quelque chose de constructif et où on n'a pas eu un leader qui s'est imposé et que les autres ont suivi un peu aveuglément. Donc, les salariés représentés dans les organes de direction, ils se sentent beaucoup plus. Alors, c'est même plus partie prenante. Je crois que c'est pour reprendre ce que. Alors, vous avez cité Isabelle Ferreras sur le bicamérisme. Le schéma qu'elle met dans le bouquin et patron, enfin, le schéma qu'elle et ses comparses mettent dans le bouquin et patron dans les pages 260 là, sur le conseil d'administration à 2 chambres, m'a fait immédiatement penser à la SAPO. Alors, on se connaît par l'intermédiaire de LinkedIn. Isabelle a mon bouquin et j'ai le sien. Et il y a beaucoup de choses qui ressemblent, mais justement, on pourrait utiliser la SAPO pour faire du bicamérisme. Il y a aucune, enfin, ça serait même tout à fait indiqué. Les salariés sont plus partie constituante de l'entreprise et j'aime bien la présentation qu'Isabelle fait. Elle parle des apporteurs en capitaux et des investisseurs en travail. Et je crois que là, avec un outil comme la SAPO, on souligne bien le fait que les salariés sont investisseurs en travail. Alors, accompagner la forme juridique par des véritables pratiques, comme je venais de le dire, vraiment de réelle participation. Former les salariés aux notions d'économie d'entreprise. Donc ça, par exemple, dans les SAPO qui existent, moi, les salariés me disent, mais nous, à l'Assemblée générale, alors déjà, contrairement à ce qui est prévu par la loi, enfin, en allant plus loin que ce qui est prévu par la loi, il y a plusieurs SAPO qui invitent tous les salariés à l'Assemblée générale, tous, vient qui veut, mais pas seulement les représentants, tous les salariés. Et tous les salariés qui m'en ont parlé dans ces SAPO m'ont dit, mais attends, mais c'est clair, l'Assemblée générale, déjà, il est demandé aux experts, à l'expert comptable et à l'avocat de nous parler en français courant, de ne pas utiliser de jargon, de faire que tout est compréhensible. Donc déjà, tout est clair, tout est précis. On a une visibilité totale, il y a une transparence absolue sur l'entreprise et on est en confiance. Donc, si on utilise la SAPO pour ça, on peut tout à fait former beaucoup plus les salariés aux notions d'économie d'entreprise avec une pédagogie évidemment adaptée, comme je viens de le dire. Prendre le temps nécessaire de sensibilisation et d'information des acteurs dans l'environnement d'entreprise. Hein, et je peux vous dire que les dernières SAPO qui se sont créées, quand ils sont allés voir leur banquier pour ouvrir le compte et dire on crée une SAPO, on leur a dit c'est quoi ça? Et pareil à la chambre de commerce, pareil chez un expert comptable, pareil chez les avocats. Donc il y a très peu d'avocats qui ont vraiment une connaissance approfondie sur les SAPO. Il n'y a pas beaucoup plus d'experts comptables. Et donc, c'est la grande inconnue, quoi. Donc, moi, quand Nova Construction, quand il a créé son entreprise en 2011, quand il est allé voir son copain banquier qui avait fait partie du même club de rugby que lui quelques années avant, il lui dit, c'est quoi ça? Tu vas t'ennuyer avec, pour pas dire d'autres mots, tu vas avec ce truc-là, qu'est-ce que tu vas chercher un truc compliqué, fais une forme d'entreprise simple, etc. Il a cherché pour avoir un juriste qui était capable de connaître un peu les modèles autour de ça qu'il ne connaissait pas. Le mieux qu'il a trouvé, c'est une juriste qui fait du droit de la coopération agricole, qui lui a fait des statuts de SAPO qui ressemblent beaucoup à des statuts coopératives agricoles, d'ailleurs, sur certains aspects. Mais voilà, il a tourné en rond. Banquier lui dit, mais attends, il ne va pas te mettre dans un truc comme ça. Enfin, voilà. Donc, il y a une grosse inconnue, qui dit inconnue dit peur, et puis rejet de choses. Alors, la SAPO est peut-être encore sa petite fibre révolutionnaire, même un siècle après, quoi, parce qu'on est quand même encore beaucoup dans les schémas verticaux. Hein. Une fois que les 2 premiers points sont correctement réalisés, il faut associer le plus vite les salariés à la démarche. Et là, je pense que si une entreprise pense à se transformer en SAPO, c'est ce que je dis, ne commencez pas par en parler aux salariés avant qu'il y ait déjà eu la sensibilisation autour. Mais après, si vraiment vous pensez à transformer en SAPO, il faudra assez vite les informer, les former, les cultiver à ces questions-là. Et puis, peut-être sentir aussi que certains ne veulent pas rentrer dans la démarche. Donc, par exemple, la SAPO, actuellement, là, je travaille sur un 2e article sur la transmission d'entreprise sous forme de SAPO aux salariés. Il y a ceux qui vont refuser le dispositif. Donc, il faut toujours prévoir des portes de sortie pour que ceux qui ne veulent pas participer à l'aventure ne seront pas dans la reprise. Quoi. Si la majorité veut faire l'aventure de reprise et passer par ce biais-là. Mais il faudra toujours prévoir des portes de sortie pour des gens qui diront c'est pas pour moi. Et c'est pas pour tout le monde. Et je dirais que moi, si ça peut intéresser les projets de création de SAPO, si ça peut peut-être intéresser un projet sur 2 ou 3 000, ça ira peut-être pas beaucoup plus loin. Mais enfin, quand vous regardez le nombre de créations de SAS, par exemple, actuellement, qui est aux alentours de 68 ou 70 000 SAS par an, prenez 2 ou 3 pour 1000, ça fait déjà quelques dizaines de SAPO par an. Quoi.
Jusqu'à maintenant, ça ne se fait pas parce que comme c'est complètement inconnu et qu'aucune structure d'accompagnement n'en parle, que ce soit les chambres de commerce, chambres de métier et BGE. Alors BGE, ça change un peu parce que BGE Paris s'intéresse à la question et on est déjà allé 2 fois présenter chez eux. Et la CCI du Nord m'a invité à venir intervenir sur leur commission de transmission. Parce qu'il va y avoir une vraie question sur la transmission d'entreprise. Enfin, ça fait 15 ans que j'entends ça, mais il y a une vraie question sur la transmission d'entreprise actuellement dans les générations de dirigeants actuels. Donc voilà. Et puis, on met en place des outils de partage de la parole. Et moi, par exemple, j'ai rajouté dans mon bouquin, mais je le mets aussi dans les statuts que j'ai fait pour mon projet de SAPO, qui pour l'instant n'avance pas, c'est la décision par consentement, par exemple. Où là, on est sûr qu'avec des outils qui viennent, alors, si vous connaissez, vous pouvez aller voir sur les réseaux Colibri ou une structure qui s'appelle l'Université du Nou, qui diffuse beaucoup ces outils-là. La décision par consentement, c'est vraiment un mécanisme de prise de décision où vraiment l'expression de tout le monde a été intégrée à la décision finale. Et en définitive, le mécanisme de l'élaboration de la décision finit par être plus important que la décision prise, la décision aboutie. Donc c'est là que c'est intéressant parce que c'est vraiment une participation et on tient compte vraiment de tout le monde. Alors, on va me dire, la décision par consentement, c'est vrai que ça marche bien dans les groupes de 15 à 20, mais si on reprend le principe des colibris, on marche par cercle concentrique, donc on peut faire des cercles de 15 à 20, et puis au milieu de tout ça, il y a un cercle concentrique qui reprend un membre de chaque groupe, et puis on peut monter encore d'un troisième niveau, donc on arrive à faire des systèmes cohérents à trois niveaux de cercle concentrique qui permettent d'intégrer tout le monde d'un effectif dans les prises de décision. Je ne sais pas si... ouais. Par rapport aux 4 points, déjà, je pense que le remarque, c'est que c'est quelque chose qui est pas toute forme d'entreprise. Je pense pas forcément mais toute forme d'entreprise qui peut ou s'ouvrir un petit peu aux parties prenantes doivent suivre ces 4 points presque complètement. Mais j'ai une question pour prolonger un peu la question de. Je trouve que c'est le bon moment justement quand on parle d'accompagner. Parce que la SACO apparaît aujourd'hui, peut-être pas, sûrement pas à l'époque, mais apparaît aujourd'hui comme un peu à mi-chemin entre la SCOP et le PKS. Parce que d'un côté, il y a la SCOP qui conduit à capitaliser le travail. Je vais me rapprocher. La question était si aujourd'hui la SACO apparaît en quelque sorte à mi-chemin entre la SCOP et le PKS. Parce que d'un côté, on a la SCOP qui conduit à capitaliser le travail, à valoriser le travail en tant que part sociale, donc d'attribuer du capital aux travailleurs. Et le gouvernement général, c'est de considérer le travail pour le travail, et dans une chambre à part, les travailleurs ne sont pas les actionnaires. Et la SACO, qui est entre Michelin, on considère toujours le travail en tant que travail et non pas en tant que capital, mais à travers des actions de travail, un pourcentage au conseil d'administration. Est-ce que ça ne conduit pas là, aujourd'hui, dans la situation actuelle, à mélanger des choux et des carottes? Je dirais d'avoir à comparer des actions de travail et des actions de capital, à les valoriser d'une manière forcément différente, mais pour distribuer des dividendes sur celles-ci. Je voulais avoir votre point de vue sur le sujet. Voilà, j'ai pas. Alors, je vais revenir. Enfin, c'est quand même. Il ne faut pas oublier qu'on travaille là, qu'on réfléchit à un outil qui a 107 ans et qui donc a les traces du contexte dans lequel il est né. Et il a fallu. Je dirais que par exemple, la SCMO, c'est qu'un véhicule pour donner un véhicule pour l'expression et pour faire de tous les salariés un associé collectif. Donc, en fonction de l'évolution et surtout jurisprudentielle de ce qui a touché les sociétés, comme la SAPO, elle est restée mais alors, complètement à l'écart de ça, complètement perdue pendant des années, elle arrive maintenant, elle revient un peu avec son siècle et demi de léthargie. Et c'est un peu le film avec De Funès, là, le mec qui est resté coincé dans les glaces et qui revient après, qui est complètement paumé, quoi. Et donc, il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Et oui, peut-être que dans certains cas, on va avoir la difficulté alors, je ne parlerai pas de chou et de carottes, mais c'est tellement un choc chez beaucoup qui attribuent encore naturellement, parce qu'on est baigné dans ça, on est biberonné à ça depuis notre plus
tendre enfance. La prise de parole et la prise de décision est attachée aux apporteurs en capital. Et c'est la question que souligne d'ailleurs le bouquin Et Patron, c'est que dans notre économie actuelle, et il y a une phrase plutôt vers la fin du livre où ils le disent régulièrement, maintenant, l'économie est quand même basée sur l'économie de l'intelligence et des savoir-faire et des compétences des salariés. Il devient complètement anachronique de n'attribuer le pouvoir qu'aux forces de capital. Sauf que aller dans les soirées CCI, aller dans les soirées, etc., et aller au MEDEF, et là, vous faites tomber les gens de leur chaise quand vous leur dites qu'on peut, quand vous leur dites qu'on pourrait réfléchir les choses autrement. Donc oui, il y a un choc. Là, il y a un choc culturel qui peut qui s'annonce. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que bon, alors mon bouquin, il a pas fait, j'en ai pas vendu 200 000, hein, mais il n'a pas fait encore un carton. Enfin, il y en a quand même plus de 300 actuellement dans la nature. Et sur LinkedIn, je vois que ça s'emballe, que j'ai des likes de plus en plus, ça s'emballe. Il y a beaucoup d'engouement. Je me méfie, je me suis toujours méfié comme de la peste de ça, parce que je me dis attention à ce que ça ne devienne pas déjà un sujet de facturation pour certaines officines de conseil qui, elles, qui ont, comme par exemple pour l'auto-entrepreneur, quand le régime a été promulgué en 2008 et mis en place début 2009, au début, tous les réseaux de la pratique de l'aide à la création d'entreprise ont mis la main sur le cœur, surtout pas, c'est pas un bon truc et tout. Et puis finalement, avec tout l'aspect médiatique qui a été autour et qui a fait que le régime auto-entrepreneur s'est diffusé à une vitesse absolue, très rapidement, toutes les officines qui avaient poussé les cris d'orfraie au début se sont mis à usiner des projets d'auto-entrepreneurs à la ligne, et puis maintenant, bah, c'est des machines à emboutir des projets d'auto-entrepreneurs. Donc, la SAPO, sortant de l'inconnu, imaginons que ce que je viens de raconter, oui, je le vois régulièrement, l'engouement, mais c'est génial ce truc-là. Pourquoi c'est pas connu? Là, je vous ai donné les principales raisons. Imaginons que ça se découvre et que des gens commencent à s'y intéresser. Je vois assez vite apparaître des cabinets d'avocats qui vont essayer de faire de la SAPO un peu partout. Euh, donc oui, il va y avoir des choses un peu incongrues qui vont se faire, je pense. Et moi, je ne verrais pas ce chou et carotte, hein. Je crois que dans une économie qui est quand même tertiaire, avec une valeur ajoutée qui est quand même principalement constituée de ce que j'ai dit plusieurs fois, il n'est pas incongru, et c'est ce que dit le bouquin avec Isabelle Ferras et Patron, qu'à notre époque, ça se justifierait totalement de valoriser ça. C'est clair, avec les mêmes mesures. Bah, bah, de toute façon, ça va demander une réflexion, que ça soit compliqué, je dirais, comme je disais tout à l'heure, on arrive bien à trouver des solutions sur des valorisations d'apport en industrie, par exemple, quand on embauche un chercheur ou une chercheuse qui a posé un brevet et tout, on va bien valoriser les apports en industrie. Il y a quelques réglementations autour de ça, il y a quelques limites, hein, puisque l'apport en industrie se valide généralement sur les apports en capital les plus faibles. Là, on rajoute une couche en plus. Mais je pense que la principale difficulté, pour répondre à Corentin, mais peut-être, ça va être surtout que les gens se disent, bah, ce truc-là, c'est pas connu, on n'a pas de référentiel et on va tâtonner, on va faire de l'expérimentation sociale. Mais tout à l'heure, je faisais apparaître Henri Mouret là, dans son bouquin de 1919. Il le présentait, lui, comme une expérimentation. Il présentait la SAPO comme une expérimentation. Et il dit, il faudrait se donner la chance d'essayer ce truc-là. Or, on fait le constat 107 ans après qu'à part une quarantaine de cas que j'ai trouvés encore par hasard dans la nature, et dont sur certains j'ai des doutes, parce qu'il faut savoir, enfin, l'INSEE est incapable à notre époque de nous chiffrer le nombre de SAPO. Et les chiffres officiels que j'ai obtenus par la chambre de commerce des Hauts-de-France, je suis allé recenser les documents officiels de plusieurs des entreprises. J'ai fait un premier échantillon sur les trois premières entreprises que j'ai recensées dans leur liste, où les entreprises sont vraiment inscrites en tant que SAPO. Une, c'est une SCOP, l'autre, c'est une ESA qui n'a rien d'une SAPO, et puis la troisième, je crois que c'est aussi une SCOP. Donc, voilà, l'INSEE n'est pas capable de les chiffrer. Et dans son mémoire de 1926, de Rouvroy fait état qu'il avait sollicité le ministère pour avoir la liste des SAPO existantes. Il avait reçu 11 réponses du ministère. Il y avait 11 SAPO référencés par le ministère. Il a fait une recherche personnelle sur le Nord et sur la région parisienne. Il a trouvé par ses propres moyens 7 autres SAPO qui n'étaient pas référencés par le ministère. Et perso, moi, dans mes recherches diverses et variées, j'en ai trouvé encore une 19e. Donc, sur les 18 SAPO qu'il référençait, il y en avait quand même 7 qui avaient échappé au ministère. C'est quand même un peu... Donc, pour vous dire que
moi, je pense qu'elle est là la principale difficulté, c'est que moi, je sors d'une planète avec mon bouquin sur la sapo. On vient d'ailleurs, personne ne la connaît, ça sort de nulle part, il n'y a pas de référentiel. En revanche, tout le monde ici, je pense, connaît une sapo. Ah, alors moi, je vois pas la question. Oui, bonjour. Non, en fait, enfin, c'était une question, une réflexion. Je m'étais dit, moi, j'étais pas complètement d'accord effectivement avec les questions du commentaire de dire c'est des choux, des carottes, etc. J'avais l'impression que, en fait, entre le modèle de l'entreprise, on va dire traditionnelle, et le modèle de la SCOP et le modèle de la SAPO, il y avait vraiment une différence de modèle et d'idéologie politique, dans le sens où la SCOP, alors juste je précise que je suis dirigeante de SCOP, co-dirigeante de SCOP, donc c'est pas. euh, Quelque part, remet pas fondamentalement en question le principe capitalistique de participation au capital, etc., en faisant cette distinction entre voilà, salariés sociétaires ou sociétaires extérieurs, par ailleurs, donc il n'y en a pas chez nous, mais alors que dans la SAPO, il y a vraiment cette question de la nature même de ce qui est en jeu et du rapport de force entre le rapport au travail et le rapport au capital. Et ça, je trouvais ça assez intéressant. Un peu cette voilà quelque part, ce qui est en jeu, c'est la nature du capital et la nature de ce que chacun amène. Là où dans la SCOP, il y a presque une, alors avec beaucoup de spécificité, mais une adhésion, ou en tout cas pas une remise en question radicale du principe capitalistique, puisque c'est attaché à la participation au capital selon certaines règles un peu tempérées aussi, mais voilà, et quelque part, les salariés sont leurs propres patrons dans la SCOP, c'est un peu les salariés sociétaires sont leurs propres patrons, alors que là, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette idée où on va pas faire semblant, il y a le maintien quand même de ce rapport de force qui peut être soit de 25, soit de 50, enfin, c'est un peu les modèles que vous voyez. Et je trouvais ça assez, en fait, euh, je me suis dit, c'est sans doute ça qui a fait que ce modèle-là, il n'est pas si développé que ça, alors que moi, je constate beaucoup autour de moi, pareil, vous parliez d'ingénierie, moi je suis dans la recherche, etc. Donc, beaucoup de gens autour de moi qui montent des scopes, des gens hyper diplômés, parce que c'est un modèle qui est en fait radical sans vraiment l'être, quoi. Euh, et je me suis dit ça, en fait, que c'était la SAPO avait un potentiel plus vous disiez révolutionnaire, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté-là très anticapitaliste d'une certaine manière, que la SCOP en fait n'a peut-être pas tant que ça. Et enfin, c'était plus une réaction, peut-être si vous aviez vous déjà réfléchi à la question autour de ça. Alors, je sais pas, moi, si vous voulez, je pense qu'à la base, hein, c'est pour ça que toutes les sapos que j'ai rencontrés ont réfléchi un moment au modèle Scope déjà, parce qu'il est beaucoup plus connu. Et puis parce que c'est ce qui, quand on se renseigne un petit peu, ben on croise assez rapidement une URSCOP. Quand on veut faire quelque chose de différent, on croise assez rapidement un conseiller de l'URSCOP et qui va vous nous parler de ça. Il y a en effet un geste capitaliste dans une SCOP qu'il n'y a pas dans une SAPO, puisque même si j'achète que 2 actions de capital, j'ai fait un geste financier, même minime, mais j'ai quand même fait un geste financier. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai le droit de parole. Alors que dans une SAPO, c'est simplement le fait que quand je suis salarié, alors il faut avoir un an d'ancienneté, mais quand je suis salarié, dès le fait que je suis salarié et que je suis intégré à l'effectif salarié de la coopérative, de la SAPO, j'ai, par l'intermédiaire de mes représentants, mais j'ai mon droit de parole et j'ai mon droit de parole dans l'Assemblée des salariés. Et dans l'Assemblée des salariés, on va déterminer les décisions qu'on monte au conseil d'administration et on va discuter avec ses pairs salariés pour préparer les choses pour nos représentants. Donc, il y a en effet une posture idéologique différente, mais qui n'est pas. Enfin, moi, je ne les ai jamais hiérarchisés, je les hiérarchiserai pas. Je crois qu'il faut regarder ce que chaque groupe qui veut faire, qui veut créer une boîte plutôt démocratique, veut faire à travers ce qu'elle va faire et comment elle va le faire. Et bah, on s'orientera naturellement dans certains cas sur une boîte 47, on s'orientera vers une SIG, on s'orientera vers une SCOP. Et puis, quand la SAPO sera légèrement plus connue, ben, certains s'orienteront vers une SAPO. Mais pour l'instant, tous ceux que j'ai croisés qui ont fondé des SAPO, qui ont gravité autour des SAPO, ils l'ont découvert par accident. Je vais vous dire une anecdote. J'ai bossé à une époque à Strasbourg et j'ai découvert les SAPO quelques années avant de partir bosser à Strasbourg. Et là-bas, j'ai essayé de me rapprocher de la Grèce. On m'a dit à la Grèce, c'est quoi ton truc concurrent? C'est pas un truc concurrent. Et quand dans certains acteurs à Strasbourg se connaissaient, ils disaient, tiens, ils parlaient, ils évoquaient 3 mots de la SAPO, ils se regardaient, toi, t'as croisé Roger, toi. Ben, voilà. C'est malheureusement, j'ai pris ce rôle. Alors malheureusement,
j'ai pris ce rôle avec mon bouquin, c'est que ben, il y a peu de référentiels autour de la SAPO, il y a peu de gens très peu de gens qui la connaissent. Alors ça, c'est en train de changer, c'est en train de changer doucement. En l'occurrence, parce qu'on a un délégué ministériel à l'ESS qui s'intéresse à la SAPO, j'étais dans son bureau à la même heure de jeudi dernier, son adjoint également, un certain nombre d'universitaires également. Isabelle Ferreira, sont en lien par LinkedIn, mais j'ai son livre, elle a le mien. Euh, voilà, il y a quand même des milieux qui bougent. Une CCI n'est pas la moindre, hein, la deuxième de France, hein, quand même. La CCI du Nord s'est intéressée des Hauts-de-France s'est intéressée à la SAPO. BGE Paris s'intéresse à la SAPO. Il y a quelques articles qui sortent. On devrait connaître d'ici la fin de l'année encore deux, trois articles parce que j'ai été interviewé par plusieurs fois et un de mes comparses militants de la SAPO a été aussi interviewé de son côté. Donc, on sait que les articles sont en travail dans les officines qui nous ont interviewés. Donc, voilà, on devrait avoir quelques pages par-ci, par-là. Et normalement, dans le projet de loi sur la modernisation, enfin la reprise de la loi ESS de 2014, un projet de loi pour les 10 ans, là, il y aura normalement un petit appendice qui va sortir de l'ESS, mais qui va évoquer les hybridations qu'il peut y avoir avec l'économie traditionnelle et dans les hybridations possibles, chose qui a été évoquée par l'hybridation, ça a été évoqué par Olivier Grégoire. Dans les hybridations possibles, le délégué ministériel a bien envie d'insérer la SAPO. Alors donc, on va peut-être un peu pile. Bon, il y a 300 bouquins dans la nature. Maintenant, il y avait eu un siècle sans bouquins. Donc, voilà. Donc, il y a deux, trois bricoles qui peuvent faire évoluer les choses. Maintenant, je n'ai jamais, moi, depuis que j'ai découvert la SAPO et que j'ai commencé à rédiger sur la SAPO, puisque j'avais écrit l'article pour le centenaire dans les pages de la RECMA, j'ai jamais présenté la SAPO comme la solution miracle qui arrivait et qui serait le truc génial du début du 21e siècle et qu'il fallait se ruer là-dessus. Comme je disais tout à l'heure, si ça concerne un pour 1000 ou un pour 2000 des créations d'entreprises, ça sera déjà ça et ça sera déjà bien. Et si dans certaines transmissions d'entreprise aux salariés, on n'y arrive pas avec le modèle scope ou le modèle scope n'est pas cohérent par rapport à la nature de l'entreprise qui est transmise, et où le cédant a une ouverture d'esprit qui permet de réfléchir à ce qui s'associe avec ses salariés quelques années avant la transmission pour les préparer et pour leur faire une transmission en douceur, ben là, ça aurait sa place. Je vais essayer de ressortir un article à l'automne un peu plus détaillé là-dessus, mais je suis en plein travail là-dessus et la SAPO est un très bon outil de transmission dans certains cas, mais alors, comme je dis, dans certains cas. Donc, voilà. Oui. Alors, je fais vite ça, la bibliographie. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, bah voilà, bah écoutez, pour moi, j'ai fini, mais regardez un petit peu la bibliographie. Donc, il y a eu trois thèses de droit, Jean Granier en 1910, Féline en 22, Louis-Marcel Féline en 1922 et de Rouvroy en 1926. Alors, Féline, c'est la seule thèse qui est un peu contradictoire, hein, mais bon, elle est très légère, elle est mal ficelée, et je dirais qu'elle s'est focalisée sur la nature des actions, en restant complètement scotchée à ce qui avait été défini par la loi de 1867. Donc elle est très faible comme déjà en taille de thèse, mais enfin, c'est pas forcément l'épaisseur de la thèse qui fait la qualité. Mais la thèse de Rouvroy est beaucoup plus complète, et la thèse de Granier sur les actions de travail, elle est vraiment complète, hein, elle est vraiment phénoménale. Le bouquin un peu fondateur de la formulation de SAPO, c'est le bouquin d'Antonelli de 1912. Alors j'avais la chance, moi, dans la coopérative d'activité et d'emploi que je gérais, d'avoir une libraire spécialiste de recherche de bouquins anciens. Elle m'a trouvé une version brochée cuir d'époque, de 1912. Je me suis acheté ça, c'était le rêve. Il y a eu un seul auteur étranger qui s'est intéressé à la SAPO, c'est un Belge. C'est De Briey en 1914, mais bon, après est arrivée la guerre, ça a un peu arrêté les vérités sociales qui précédaient la guerre. Il faut quand même se dire, c'est que les années d'avant la Grande Guerre avaient été des années très, très, très secouées au niveau social. Il y avait eu des grèves assez fortes, assez interminables. Il y avait eu des gros, gros conflits sociaux. Et avec la guerre, il y avait eu une certaine fraternité qui s'était vécue dans les tranchées. Donc, plusieurs observateurs, que ce soit des économistes, des politiques et des dirigeants de boîtes, faisaient le constat que des gens qui, avant-guerre, s'affrontaient dans les entreprises entre les cadres, les ingénieurs d'usine et les ouvriers, et qui, pendant la guerre, étaient pour les premiers des lieutenants, des capitaines et les seconds des fantassins. Ils s'étaient très bien entendus et il y avait une bonne fraternité dans les tranchées, alors qu'avant-guerre, ils se battaient dans le social. Et des gens ont fait le constat, dire
pourquoi pas essayer de retrouver la fraternité des tranchées dans les entreprises après-guerre? Vous savez, on ne fera pas avant, après comme avant, on a vécu ça il y a 4 ans, avec les résultats qu'on connaît. Mais bon, à chaque fois, ça revient. Par exemple, à la fin de la Deuxième Guerre, le grand leitmotiv, c'était la réforme de l'entreprise, déjà. Il y a eu 5 ou 6 bouquins qui sont sortis, 2 ou 3 projets de loi, mais c'était la réforme de l'entreprise. On ne va pas faire après-guerre comme avant. À chaque fois, ça revient. Donc, c'était le contexte dans lequel la SAPO est née en 1917, parce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'en 1917, plusieurs journaux parlaient d'une fin de guerre qui s'annonçait. On savait que la guerre allait finir, on ne savait pas encore qui allait la gagner, mais on savait que la guerre serait quelque chose qui se finirait dans les années suivantes, et puis ça s'est bouclé donc en 1918. Et donc voilà, on savait qu'après-guerre, il fallait essayer il y avait l'idée d'après-guerre faire autrement. Donc vous voyez qu'entre 1926 et 2009, alors je crois que la première édition, c'est la réédition en 2009, c'est 2007. Michel Hulec, aux éditions Repas, qui a fait Si on travaillait autrement, qui parle spécifiquement de la SAPO ambiance bois. Donc, il y a eu 83 ans sans bouquin. Et le bouquin qui parle vraiment de façon générale de la SAPO depuis ce temps-là, bah, c'est le mien de 2023. En 2009, il y a eu le rapport d'expertise comptable d'Éric Boulet, qui est très complet sur la possibilité de le faire, la participation ouvrière sous forme de SAS. 2011, la première création de SAS en France. Et puis, il y a eu l'article que j'ai signé avec Michel, mais dont j'ai fait 80% du corpus, et Michel a fait la formalisation universitaire de fin, c'est en 2017. Et ça a été un peu un article qui a réveillé des choses parce que suite à ça, le centenaire de la RECMA, de la revue RECMA qui a eu lieu en novembre 2021, s'est fait dans les murs du crédit coopératif, du siège du crédit coopératif à Nanterre. Et les administrateurs de la RECMA à l'époque avaient souhaité que le thème de la conférence du centenaire soit la SAPO. Donc on a tenu une conférence en novembre 2021 au siège du Crédit Coop. Pas de, faut pas rêver, il y avait 35 participants. Donc, c'est les grosses salles pour les gens pour écouter parler de la SAPO, c'est 30-35 personnes. On n'est pas encore au Stade de France. Bah, je vous remercie. En tout cas, s'il y a des questions, je peux répondre. Et puis oui, j'ai dépassé mon crédit temps, donc on peut encore travailler sur quelques questions. Ah oui, 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 pour moi, oui. Je ne vois pas les. Alors, je mettrai à disposition vous avez pris des notes, mais je mettrai à disposition je ne sais pas. On a une question de Fanny. Qui n'a pas allumé son micro. Est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, j'ai une question. Oui. Oui, mais j'aimerais bien revenir sur la comparaison entre la SCOP et la SAPO, parce que même si on entend bien en comparant SAPO avec une entreprise classique, ce soit une facilitation pour des modes d'autogestion, et pour réagir aussi à la remarque justement intéressante qui a été faite de la part de quelqu'un dans l'audience qui, si j'ai bien compris, était à la fois dirigeante de SCOP et de SAPO. Euh, Moi, ce que j'ai compris des différences entre les deux, c'est donc qu'on est associé de manière automatique dans une SAPO alors c'est une acquisition volontaire dans les SCOP, enfin, sous la limite des 3 ans où on doit être sociétaire. Euh, et peut-être le truc le plus important, c'est que dans la SAPO, c'est une propriété indivise du fait de la société coopérative interne, alors qu'on maintient une propriété personnelle dans une SCOP. Ce que j'ai retenu aussi, c'est que la SAPO, il y a un représentant à l'AG et que la SCOP, elle, c'est plutôt une intervention directe. Euh, Néanmoins,
disons que on attend de la SCOP ou de la SAPO d'avoir une dimension révolutionnaire. Partons de ce principe-là. Euh, Justement, ce qui était dit en remarque, c'est que dans la SAPO, le fait de maintenir le pouvoir décisionnaire de l'investisseur en capital visibilise le rapport de force. Néanmoins, vous disiez vous-même que dans les enquêtes que vous avez faites, c'est que l'effectif et l'investisseur allaient dans le même sens. Vous avez aussi souligné le fait que c'était les syndicats jaunes, donc à l'initiative des investisseurs ou des patrons traditionnels que ça a été proposé. Donc je sais pas si ça vraiment ça visibilise le rapport de force, même si je conçois que dans une scope c'est très délicat de comprendre où se passe le rapport social capitaliste euh, parce qu'il existe quand même. Donc, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que finalement l'essentiel qui différencie, c'est le fait de remettre en question la question de la propriété de l'outil de production et finalement, est-ce qu'une SCOP peut pas obliger à avoir une association automatique? Est-ce une SCOP ne peut pas prendre avoir des formes de propriété indivise? Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas une combinaison à faire entre ce qu'apporte la SCOP et ce qu'apporte la SAPO qui irait plus loin dans la remise en question du pouvoir décisionnaire attribué à la propriété liée à l'investisseur en capital? Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, alors, moi, de ce que j'ai cru comprendre, oui. Alors, déjà, les syndicats jaunes n'ont pas créé la SAPO. Les syndicats jaunes avaient travaillé sur l'action de travail, uniquement sur l'action de travail. Donc, comme c'est ce truc-là qui a été choisi comme véhicule pour ouvrir des droits aux salariés, ça a amené la suspicion de la CGT. Mais c'était seulement l'action de travail. Euh, Moi, à travers votre question, je me dis, mais en effet, pour les salariés qui ne sont pas associés d'une SCOP, donc ce qu'on appelait avant les auxiliaires, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de les fédérer en associés collectifs à travers un système comme la SCMO, par exemple, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas pris de part de capital, eh ben, ils sont systématiquement associés dans une SCMO. Donc, tous les auxiliaires sont regroupés dans une SCMO. Et là, ils élisent un ou deux représentants qui siégeront et on donne un certain nombre de droits de vote à ces gens-là. Vous savez, il y a la loi qui définit un certain nombre de choses et il y a ce qu'on fait. Moi, par exemple, dans la CAE, quand j'étais gérant, au moment que donc, on était en catastrophe économique, on avait perdu à peu près, que ce soit nous, l'activité centrale de la CAE et les activités de tous les entrepreneurs salariés qui travaillaient avec nous, on avait perdu à peu près 60% de notre volume de business en l'espace d'un an. Donc, on savait où on allait atterrir. Donc, quand on s'est dirigé vers une décision de liquidation sans demande de redressement, les 9 associés en avaient parlé, on avait travaillé entre nous et on a suggéré, moi, en fait, j'étais des deux associés que suggéré aux autres. J'aimerais quand même qu'on questionne nos salariés sur cette question cruciale. Donc, on va ouvrir une réunion et on va tenir compte de ce qu'ils vont nous dire et on va tenir compte de ce qu'ils vont nous dire dans la décision. C'est-à-dire que s'ils nous disent non, non, il faut se battre à tout prix pour continuer d'essayer d'exister, ben, on essaiera de se battre pour essayer d'exister. S'ils nous disent ben non, à la limite, si la boîte va vraiment mal et qu'ils avaient bien conscience qu'ils avaient perdu du boulot eux-mêmes, ils avaient perdu beaucoup de business, et ben, on se pliera à ce qu'ils vont décider. Et en effet, ils nous ont dit non, non, arrêtez de vous chiquer pour rien, sortez-nous correctement, utilisez bien les procédures, licenciez-nous dans les formes, dans les règles de l'art et arrêtez tout. Donc, on a arrêté la coopérative. Vous voyez, on peut tout à fait, la loi ne nous y imposait pas, hein, mais on a décidé de dépasser la loi. Nova Construction, par exemple. Le dirigeant et son frère disposent de 75% des droits de vote et les salariés que de 25%. Au niveau de la répartition des dividendes, déjà c'est 33%, c'est-à-dire qu'ils remettent 33% en report à nouveau, ils mettent 33% d'investissement et ils mettent 33% pour la rétribution des parts travail. Donc déjà, ils n'utilisent pas les 25%, ils donnent 33% du bénéfice aux salariés. Le dirigeant et son frère ne prennent que le dividende prioritaire avant qui correspond à 1 250 € par an. Donc, et dans les décisions,
le dirigeant de Nova, il m'a dit, moi, à l'Assemblée générale, ils viennent tous, je les invite tous et ils s'expriment tous. Et jusqu'à maintenant, je n'ai jamais tenu compte, donc la boîte date de 2011, donc elle a 13 ans, je n'ai jamais tenu compte du rapport 75-25. Il dit, je le garde sur l'étagère uniquement le jour où j'aurai une décision et que j'aurai pas le consensus de mes salariés, mais que je sais que je leur ai expliqué et qu'on sait qu'on ne peut pas faire autrement, je garde ce pouvoir-là. Donc, Ambiance Bois, ils sont à 50-50, mais ils travaillent sur des logiques de négociation et ils essayent de trouver une décision consensuelle sur Code Lutin, qui est dans mon bouquin, ils sont aussi à 50-50, sauf que les 50% d'actions de capital sont obligatoirement détenues par une association à côté dans laquelle seul siègent il y a une association qui est composée que des salariés de l'entreprise. Donc finalement, ils sont aussi propriétaires des parts de capital à travers l'association. Donc vous voyez, la loi existe. Et on peut en faire un peu ce qu'on veut. Non, je pense que mais vous l'avez souligné, hein, la vraie différence entre la coopérative et la SAPO, c'est que dans une SAPO, c'est ma présence de salarié qui fait qu'à un moment ou à un autre, j'aurai un droit d'expression et un droit de participation dans l'entreprise et que je pourrais toucher une partie de ce que gagne l'entreprise. Je n'ai pas de geste volontaire. Ce qu'on pourrait leur reprocher d'ailleurs, parce que comme ce que je disais tout à l'heure, tous les salariés ne vont peut-être pas coller au dispositif, ça peut poser problème. On est un peu dans une SAPO associée contraint, collectif mais contraint. Ce qui est intéressant, c'est que ça se fait au niveau collectif. Donc, dans un collectif, il y a toujours des différences de vitesse et que ça existera tant que les collectifs existeront. Merci beaucoup. Merci, en tout cas. Il n'y a pas de questions. Oui, on pourrait penser effectivement des scoles frappés. Merci beaucoup à vous. Merci à tous et bonne journée et bon été. Merci, à bientôt. Merci, vous aussi. Merci beaucoup.